Souleymane Niang. Covid-19 au Sénégal, le point du jour, ce mercredi, une nette hausse du nombre de cas enregistrés due certainement à l'augmentation du nombre de tests effectués par rapport à hier. Les chiffres du jour avec le docteur Aloïs Wali-Faï qui a fait le briefing du jour. Sur 1042 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,3%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 83 cas contacts suivis par nos services, 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Sacré-Cœur 2, Bernutali 2, Guédiawaye 2, Touba 2, HLM Grand Yoff 1, Parcelles Assainies 1, Ouakam 1, Bel-Air 1, Keur Massar 1 et enfin Yeumbeul 1. 53 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2714 cas ont été déclarés positifs, dont 1186 guéris, 30 décédés et donc 1497 sous traitement. Comme vous avez dû le constater, Dakar concentre la grande majorité des cas communautaires du jour. Plus généralement, la capitale et sa banlieue sont l'épicentre de la maladie avec 80% des cas selon le chiffre fourni hier par le ministère de l'Intérieur. Cartographie de l'épidémie dans la région de Dakar, Anna Rocha. La région de Dakar reste à ce jour l'épicentre de l'épidémie du Covid-19 au Sénégal. Sur les 2714 cas enregistrés depuis l'apparition du nouveau coronavirus au Sénégal, la capitale en compte 1830. Aucun district sanitaire n'est épargné, même si celui de Dakar-Ouest est le plus touché. 404 cas répartis entre Sacré-Cœur, Ouakam, Yoff, Ngor ou encore les Almadies. Juste derrière vient le district sanitaire Dakar-Sud qui compte, lui, 388 cas positifs de Covid-19. Dans ce district sanitaire qui comprend Médina, Colobane, Fass, Gueule-Tapée, seule la commune de Gorée est encore épargnée par la maladie. En troisième position, le district Dakar-Centre qui comptabilise 301 cas. Aujourd'hui encore, 2 nouveaux cas communautaires y ont été recensés à Bernutali précisément. Enfin, Dakar-Nord, avec ses 285 cas de contamination, ferme la marche. Mais là-bas aussi, 2 nouveaux cas de transmission communautaire ont été recensés ce mercredi, notamment aux Parcelles Assainies. À Linguère, sur 39 tests réalisés, 4 sont revenus positifs, ce qui fait un total de 6 cas positifs à ce jour à Linguère, ainsi qu'une trentaine de personnes en confinement. Les 4 nouveaux cas sont tous des agents de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, dont 2 hommes et 2 femmes. Le Sénégal qui compte par ailleurs 30 morts dus au Covid-19 à ce jour. Parmi eux, certains sont décédés à leur domicile ou au cours de leur transfert vers les centres de traitement. Un phénomène qui prend de l'ampleur relativement aux derniers cas de décès. Explication à Wambaye. Le virus est en train de circuler et échappe quelquefois au contrôle des services de santé qui le traquent. Et les décès à domicile ou en dehors des sites de traitement des épidémies le démontrent bien, d'après le docteur Boubacar Signaté de SOS Médecins. Les décès à domicile avec diagnostic positif de Covid-19 révèlent de la circulation active et invisible du virus dans nos populations. Mais ils attestent également de la sous-évaluation du nombre de personnes porteuses de ce virus. Et le médecin se pose 2 questions. Les voici. Est-ce que le Covid-19 est responsable de ces décès-là à domicile ou les personnes sont-elles mortes d'autres causes et un test s'est en plus révélé positif? L'autre question, c'est est-ce qu'il y a une hausse subite du nombre de décès à domicile depuis le début de la pandémie, notamment celui des personnes âgées ou présentant des pathologies chroniques les rendant vulnérables? Et ces décès dus au coronavirus répertoriés en dehors des sites de traitement nécessitent un dépistage assez large qui va de l'entourage du défunt au personnel de santé. Docteur Signaté. C'est un virus qu'on ne connaît pas très bien, mais on suppose qu'une personne décédée reste contagieuse, d'où toutes les précautions prises par le personnel sanitaire et toute la chaîne funéraire lors de la manipulation des défunts. Il ne faut pas oublier non plus que la personne de son vivant était aussi contagieuse.
ce qui veut dire qu'il a été contaminé par son entourage ou alors il a pu, le temps de sa maladie, contaminer les personnes qui sont autour de lui. D'où un dépistage à ce niveau-là qui doit être beaucoup plus large pour remonter toute la chaîne de contamination. Conclusion du docteur Signaté, associé à la lutte, tous les médecins, y compris ceux qui ont leur cabinet appelé encore médecins de ville. Awambaye. Et puis dans notre série de sujets sur les vaccins contre le Covid-19, nous parlons aujourd'hui de ce traitement à base d'anticorps proposé par un laboratoire chinois. Selon les chercheurs chinois, le traitement pourrait être disponible d'ici la fin de l'année. Les explications de Famajon. Un vaccin ne sera peut-être pas nécessaire. Une annonce faite hier par des chercheurs de l'université de Pékin. Ils affirment avoir déjà mis au point un traitement à même d'arrêter la pandémie. Ce médicament en phase test permettrait d'accélérer la guérison des malades et d'immuniser temporairement contre le coronavirus. Le traitement fonctionne déjà chez la souris. L'équipe de recherche a prélevé des anticorps auprès de 60 patients guéris avant de les injecter aux rongeurs. Au bout de 5 jours, leur charge virale avait été divisée par 2500. En clair, le médicament potentiel a un effet thérapeutique. Le traitement pourrait être disponible avant la fin de l'année, selon l'équipe de recherche. Rappelons qu'une centaine de laboratoires mondiaux se sont lancés dans la recherche d'un vaccin, mais celui-ci pourrait n'être disponible que dans 12 à 18 mois, a averti l'OMS. Un traitement à base d'anticorps pourrait donc s'avérer plus rapide à diffuser dans la population. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Parlons maintenant de la suspension de la délivrance des autorisations spéciales de circuler par le ministère de l'Intérieur. Cette décision motivée, selon Alingou Ndiaye, par l'exploitation des données sur la gestion du coronavirus. Alors, nous avons fait un tour dans les rues de la capitale, mais sachez que des citoyens rencontrés approuvent cette mesure, même s'ils souhaiteraient passer la fête de Korité avec leur famille à l'intérieur du pays. Mais la santé avant tout, c'est ce qu'ils ont dit à Amadou Sabarba. Nous avons trouvé Montmartre non loin du monument de la Renaissance. Ce courtier de femmes de ménage attend une cliente interpellée sur la suspension des autorisations spéciales de circuler. Il adhère à la décision. Nous, on apprécie. Pourquoi cette mesure? À mon avis, c'est juste pour un peu prévenir. Parce que quand on donne des autorisations spéciales, les gens vont sortir, vont aller dans les régions. Et d'après ce que j'ai lu, 80% des cas sont sur Dakar, Mbour et Thiès. Donc si les gens quittent Dakar, Mbour et Thiès pour aller dans les régions, ils vont emmener le corona là-bas. Allons vers le marché de Ouakam. Ce lieu garde toujours son ambiance habituelle, surtout en cette période de fête. Omar John écoute le point du jour du ministère de la Santé sur la RFM. S'agissant des mesures du ministère de l'Intérieur, il promet de ne pas se rendre à Guignabo vers Popenguine dans la région de Thiès, juste pour respecter cette décision. Les résultats que j'ai vus ce matin, ça prouve nettement que la maladie commence à gagner du terrain et que les moyens ne sont pas aussi réunis. Le fait de laisser les gens voyager entre région et région, ça va propager. Moi qui te parle aujourd'hui, moi je suis dans la région de Thiès, je devais voyager pour la Korité. Dieu sait comment je ne bouge pas. Notre interlocuteur rencontré à la cité Batré salue la suspension des autorisations spéciales de circuler. Toutes les décisions qui sont prises par les autorités gouvernementales qui vont dans le sens de réduire ou de limiter au maximum en tout cas cette chaîne de contamination, elles sont à la base les bienvenues, elles sont salutaires. Dès l'apparition du premier cas du coronavirus, l'État du Sénégal avait expliqué que les mesures pour lutter contre la pandémie seront graduées en fonction de la situation et cette suspension de l'autorisation spéciale de circuler est fortement appréciée par les citoyens rencontrés. À propos de la Korité, malgré la réouverture des mosquées autorisées par l'État, beaucoup de ces lieux de culte restent fermés. Dans ce contexte, les fidèles peuvent-ils effectuer la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan à domicile? Et comment cette prière doit-elle se faire? Des imams s'expliquent sur cette question avec Sodetiam. La prière de l'Aïd el-Fitr est une sunna impérative. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté sur son accomplissement et a ordonné aux hommes et aux femmes de se rendre à la mosquée en vue de s'acquitter de cette prière. Mais en cette période de pandémie où bon nombre de mosquées sont fermées, les musulmans peuvent faire la prière à la maison, nous dit Imam Martar Ndiaye. Cela est tout à fait permis par la législation islamique. La prière de Korité comporte 2 rakas, sans iqam et sans appel. La première raka comporte 7 takbir, c'est-à-dire 7 Allahu Akbar, et la seconde 5 takbir. Une père de famille peut bel et bien diriger cette prière pour l'ensemble de sa famille.
Imam Oumar Diène abonde dans le même sens et donne des indications. Individuellement ou bien en famille ou un petit groupe qui peut le faire discrètement en respectant les barrières du Covid. La première raka, vous récitez la Fatiha et une sourate, n'importe quelle sourate que vous connaissez. Mais de préférence, si vous maîtrisez Suratul Sabi Isma Rabbika, vous pouvez le faire. À la deuxième raka, vous pouvez prendre une autre sourate que vous maîtrisez. Il y a un seul salut final et la prière est terminée. Et puis vous allez réciter toute la matinée, depuis les premières heures de la matinée, vous pouvez commencer à dire Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi Kassira, wa subhanallahi bukratan wa adila, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ou bien Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi Kassira, wa subhanallahi bukratan wa adila. Toute la matinée, vous pouvez le faire, même après la prière aussi. Cependant, il y a une petite différence entre la prière à la mosquée et celle faite à la maison le jour de l'Aïd al-Fitr, affirme Imam Martin Ndiaye. La différence avec la prière faite en groupe, là, il n'y aura pas de sermon. Alors, pas de crainte. Les musulmans peuvent se vêtir de leur plus beau boubou pour la prière qui marque la fin officielle du mois de Ramadan. Et puis un mot sur le programme de résilience sociale et économique qui se poursuit dans le pays. L'État apporte son appui aux impactés du Covid-19. Cependant, quelques irrégularités sont notées. Les responsables qui étaient à Pout dans la région de Thiès promettent de rectifier le tir. Cheikh Tidiane Diagne. Sous la coordination du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, l'État du Sénégal poursuit son assistance aux populations vulnérables impactées par la pandémie du Covid-19. Pout, dans la région de Thiès, a accueilli le comité de distribution de l'aide alimentaire. Quelques irrégularités ont été notées cependant, selon Mohamed Sey, rapporteur du comité résilience sociale. Le problème qui est toujours là, c'est le problème des handicapés, c'est-à-dire ceux qui bénéficient donc de la carte d'égalité des chances, qui ne sont toujours pas présents donc sur la liste donc des bénéficiaires. Mais heureusement qu'à leur niveau, ils ont pu privilégier donc les handicapés qui sont donc des chefs de ménage. Le ministre Mansour Faye reconnaît ces marges d'erreur qui ont exclu de la liste de potentiels bénéficiaires qui en ont pourtant le droit. Ces termes de référence ont permis de stabiliser le RNU qui constitue une partie du million de ménages bénéficiaires. Le registre national unique qui, comme vous le savez tous, ce genre de documents renferme au moins entre 10 et 15% de taux d'erreur, d'exclusion et d'inclusion. Un travail hautement réalisé par l'administration sous l'encadrement de l'administration territoriale. A précisé que le programme d'aide alimentaire destiné aux populations est estimé à 100 milliards de francs CFA. 69 milliards de francs CFA sont destinés à l'achat des vivres. RFM, la radio de toute l'actualité. Parlons maintenant de ce vaste mouvement dans la magistrature. Au cours du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu hier, 2 démissions ont été notées, celle des juges Amadou Dionewar Soumaré et Djibi Seydi. Si le second a quitté sa fonction pour enfiler la robe d'avocat, le premier a claqué la porte après des problèmes avec sa hiérarchie. Alors, la fonction de juge au Sénégal serait-elle problématique? Mohamed Ali Mouba a posé la question à des avocats. Selon Maître Khoureyshiba, avocat au barreau de Dakar, une seule raison ne suffit pas à expliquer les raisons de la démission des juges au Sénégal. Il y en a plusieurs. Ils appartiennent à la fonction publique. Je pense qu'ils ne sont pas prisonniers. Ils se sentent à l'étroit, effectivement, ou du fait de convenances personnelles, ils ont parfaitement le droit d'aller voir ailleurs. C'est pas nouveau et c'est pas un fait de l'actualité non plus. Ça va de plus en plus être noté. Puis c'est un peu un principe libéral qui régit les sociétés. Quand on se sent à l'étroit dans un corset, il est normal qu'on l'enlève et qu'on aille voir ailleurs. Finalement, c'est source d'enrichissement, quoi. Il faudrait un peu quand même relativiser ces comportements qui sont consubstantiels même à la notion de fonction publique notamment. Le statut des magistrats est tel qu'après, avec une certaine ancienneté, vous pouvez demander votre inscription au barreau. À l'issue de 10 ans de carrière, un magistrat peut quitter son poste et rejoindre le barreau, et vice-versa. Et certains ont d'ailleurs franchi le Rubicon. C'est le cas de Maître Ousseynou Fall, ancien juge devenu avocat, Mayacine Camara ou encore Pape Bougouma Diène qui a quitté le parquet
pour enfiler la robe d'avocat. Selon certaines indiscrétions corrélées à des sorties fracassantes de juges qui ont démissionné, tout cela ne se fait pas juste pour des raisons de carrière. Derrière les convenances personnelles, il y a un réel malaise. Pour expliquer sa démission en 2018, le juge Dème dit avoir démissionné d'une magistrature qui a démissionné. En cause, la hiérarchie de l'appareil judiciaire qui aurait distillé une culture de la soumission. Il l'a dit dans une lettre avant de se jeter en politique. Cela devrait être aussi le cas du juge Djibi Seydi qui vient de quitter fraîchement la magistrature pour s'inscrire au barreau avec des ambitions politiques. 12h17, vous écoutez le grand journal sur la RFM. La reprise pour le personnel enseignant et administratif était fixée à partir du 18 mai, c'est-à-dire avant-hier, et nous parlons éducation. Mais à Fatick, cette reprise est loin d'être effective. Les établissements scolaires sont presque vides. Les responsables d'école annoncent des dispositions pour le respect des mesures barrières. Aminata Goudiaby. 3 écoles élémentaires de la commune de Fatick visitées ce matin et personne sur les lieux. Aux écoles primaires Mahécor Diouf, El Hadj Salif Ba et Khalignan, nous avons trouvé des portes fermées. Aucune trace d'enseignants, encore moins de personnel administratif. Au lycée Koumando Diouf, le même scénario. Seul dans l'établissement scolaire, le gardien affirme que la veille, des membres de la direction étaient là pour une réunion de coordination. 2 surveillants assurent la permanence au CEM Kharndofen Diouf. Ici également, hier lundi, le principal avait convoqué une réunion selon Matar Diouf, surveillant. Le personnel administratif a repris. Hier, on a tenu une réunion à l'école avec le principal, le surveillant général et l'ensemble des surveillants pour préparer à la reprise du 2 juin, Inch'Allah. Et pour les professeurs, ils ne sont pas encore là? Pour les professeurs, on a convoqué les responsables de cellules après-demain pour qu'ils tiennent une réunion en attendant la revenue de l'ensemble du corps professoral. Il rassure que la direction de l'école a pris des dispositions afin de protéger élèves comme enseignants du Covid-19. L'école n'est pas encore désinfectée, mais au niveau de l'administration, on a pris les devants. Avant que les élèves viennent, l'administration a prévu de prendre les devants. Nous allons nous doter de lave-mains et de produits désinfectants en attendant que les élèves viennent. On va diviser la classe en 2. Ici, on a 6 classes de 3e. Donc à peu près, c'est quelques 200 élèves. On a 20 classes physiques à Khandok. Donc ça suffit largement. Après 2 mois de pause, enseignants comme personnel administratif devraient reprendre le chemin de l'école hier lundi, mais à Fatick, cette reprise n'est pas encore effective. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Restons dans le secteur de l'éducation pour évoquer cette prolifération des écoles privées qui est aujourd'hui constatée dans notre pays. Plus de 400 établissements scolaires privés agréés au Sénégal, selon des chiffres fournis par des responsables au ministère de l'Éducation nationale, sans compter les établissements privés qui officient, qui opèrent sans agrément, mais avec une autorisation. Cette situation inquiète beaucoup d'acteurs de l'éducation. Ils demandent à l'État un contrôle des écoles privées. Koumba Sandiane Faye. Plus de 400 écoles, collèges et lycées privés agréés par l'État seulement dans l'Académie de Dakar et autant pour ceux qui ont des récépissés selon l'inspectrice d'Académie de Dakar. Un nombre si élevé des structures privées dans la capitale sénégalaise soutient Kadia Diallo qui ne veut pas trop avancer pour l'heure sur cette prolifération des écoles et établissements privés dans Dakar. C'est énorme. Déjà, vous savez, pour le privé, les écoles et établissements seulement qui ont une reconnaissance font plus de 400. On a au moins autant d'écoles et d'établissements qui n'ont que des récépissés. Une prolifération d'écoles, collèges et lycées qui ne laisse pas indifférents des acteurs de l'éducation. Le président de la coalition Éducation pour tous évoque comme principale raison les remous dans le public. Soleil Gorbalsi. Ces dernières années, il y a des grèves récurrentes des enseignants dans le public. La plupart des parents d'élèves pensent qu'il y a plus de qualité dans l'éducation dans le secteur privé que dans le public. C'est pourquoi ils préfèrent amener leurs enfants dans ces écoles privées. Il ajoute qu'outre les revendications des syndicats d'enseignants, les parents d'élèves sont aussi responsables de cette ruée vers le privé. Il y a des élèves qui ont par exemple moins de 8 qui doivent redoubler la classe et au lieu que ces élèves-là redoublent la classe, leurs parents préfèrent les amener dans les écoles privées pour qu'ils puissent passer en classe supérieure. Une prolifération qui remet aussi en question la qualité de l'école sénégalaise. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui ne respectent pas les normes établies pour une éducation inclusive
de qualité. C'est pourquoi le gouvernement doit beaucoup veiller pour la régularisation et même la normalisation de ces écoles privées pour l'atteinte d'une éducation pour tous de qualité en rapport avec les objectifs de développement durable. Parmi ces structures privées, 332 écoles élémentaires, 140 collèges et 88 lycées ont des classes d'examen. Et pour la reprise du 2 juin, tout le matériel pour les mesures édictées sera au rendez-vous, comme pour le public, rassure l'inspectrice d'académie de Dakar. L'inspectrice d'académie de Dakar qui a précisé il y a 2 jours qu'à Dakar, il y avait 176 écoles publiques et quelques 550 établissements privés dans la capitale. Et puis, pour refermer cette page nationale, cette information qui nous parvient de Ziguinchor, une altercation entre 2 frères vire au drame. Un homme d'une 30aine d'années a poignardé son grand frère hier soir au quartier Boucotte-Ouest. Le présumé meurtrier en fuite est activement recherché par la police. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane Niang. Le Covid-19 en Mauritanie, des dizaines de contaminations ces dernières 24 heures. 50 nouveaux cas, même les régions de l'intérieur du pays sont touchées. Mohamed Diop. Nous avons testé 127 personnes aujourd'hui. Et parmi les 127 personnes testées, 50 se sont avérées positives. Ces nouvelles contaminations annoncées par Sidi Mohamed Zahaf, directeur de la santé publique, portent à 131 le nombre de cas de Covid-19 enregistrés en Mauritanie. Et le virus touche une nouvelle région. Il s'agit de Attar, située dans le nord du pays. Nous sommes donc à 8 régions infectées sur les 15 que compte le pays. Pour ce qui est de l'évolution clinique, le directeur de la santé publique a rappelé que nous en avions 114 cas asymptomatiques qui n'avaient pas vraiment de signes, 2 cas qui présentaient des signes simples et 5 cas qui ont connu des complications. Et c'est parmi ces 5 cas qu'on a enregistré les 4 décès. À ce jour, donc, la Mauritanie compte 131 contaminations à la Covid-19, dont 4 décès et 6 guérisons. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Le confinement au Maroc, chaque journée se traduit par une perte de 60 milliards de francs CFA. Le royaume chérifien a d'ailleurs perdu 6 points du PIB, une énorme pression sur l'économie nationale. Alors, question, cela va-t-il précipiter le déconfinement tant attendu par les ménages? Élément de réponse avec Khadim Baye. Énorme pression sur l'exécutif pour un retour à la normale le plus rapidement possible. Et pour cause, chaque jour de confinement se traduit par la perte d'1 milliard de dirhams, soit 60 millions de francs CFA, une contraction musculaire économique très douloureuse pour les ménages, d'autant plus que 4,3 millions de familles sont privées de revenus tirés du secteur informel ou d'emplois précaires. Cette pression sur l'économie nationale va-t-elle finalement précipiter le pays dans le déconfinement tant attendu? Tout porte à le croire. En tout cas, le gouvernement semble vouloir lever le pied et l'idée d'un plan de relance de l'économie ainsi qu'un projet de loi de finances rectificative se précise. Dans un communiqué conjoint, les ministres de l'Intérieur et de l'Industrie ont déclaré mardi leur intention de relancer les différents secteurs économiques après l'Eid el-Fitr prévu le 24 ou le 25 mai, alors que le confinement renforcé d'un couvre-feu a été récemment prolongé jusqu'au 10 juin. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Barthélémy Ngom, conséquence du coronavirus, le Canada et les États-Unis prolongent la fermeture de leurs frontières. La plus longue frontière du monde sera donc fermée jusqu'au 22 juin prochain. Les détails avec Mamadou Aïchendiaï. Suite à la fermeture de leurs frontières constatée le 21 mars, les États-Unis et le Canada ont accepté de renouveler cette fermeture de frontières et jusqu'au 21 juin prochain. Cette frontière, qui est la plus longue au monde, accepte le transport des biens et des marchandises. Le Premier ministre Justin Trudeau l'a réitéré lors de sa conférence de presse quotidienne tenue sur la situation de la pandémie du coronavirus. Mamadou Echendiaï, Montréal,
Radio Futur Média. Parlons du service de la dette. 4 pays viennent de signer le moratoire avec le Club de Paris. Il s'agit du Mali, du Népal, de la République dominicaine et la Grenade. 4 pays donc sur les 77 éligibles, dont 41 en Afrique subsaharienne. Mais d'autres pourraient suivre car 20 pays seraient donc en train de finaliser les documents pour arriver à un accord avec le Club de Paris. La RDC, l'Éthiopie ou encore le Cameroun seraient d'ailleurs sur le point d'obtenir le moratoire. Donc un moratoire plutôt. Quelques dizaines d'États pourraient aussi envoyer leur requête dans les prochains jours. Rappelez que ces moratoires en tout cas font suite à la décision du G20 de suspendre cette année le service de la dette. Plus de 5 millions de Burundais aux urnes ce matin. C'est pour un triple scrutin, notamment la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a d'ailleurs choisi de ne pas se représenter. 7 candidats sont en lice pour le remplacer. Ces élections sont sous haute tension. Se passent sans mission d'observation de la communauté internationale. L'enjeu principal de cette élection présidentielle est la lutte contre la pauvreté. Et puis en Algérie, 3 opposants condamnés à des peines de prison pour des publications sur Facebook. L'activiste Shoaib Begagui a été condamné à 1 an de prison ferme pour incitation à attroupement, outrage à corps constitué et publication sur Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus. Larbi Tahar El Bouzif et Mohamed Boujab ont écopé de 18 mois de prison ferme également pour des publications sur Facebook, des emprisonnements que dénonce Amnesty International. Souleymane. Merci Barthélémy Ngom. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. À présent, coronose l'actualité du Covid-19 à travers le monde. Youssouf Bodian. Le Mali est le premier pays africain à obtenir un moratoire de la part du Club de Paris qui applique la décision du G20 de suspendre cette année le service de la dette. 20 autres pays, dont le Sénégal, se trouvent actuellement dans une phase de finalisation des documents pour signer à leur tour un accord avec le Club de Paris. Le Mali qui compte à ce jour 53 décès liés au coronavirus pour un peu moins de 1000 cas. C'est le deuxième pays le plus endeuillé en Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria qui a recensé 192 décès pour plus de 6000 cas. En Afrique centrale, le Cameroun est le pays le plus touché par le coronavirus avec plus de 3500 cas, dont 140 décès. Le président Paul Biya s'est exprimé hier soir à la télévision nationale pour la première fois depuis le début de la pandémie. Il a appelé au respect des mesures prises par le gouvernement, comme le port obligatoire du masque entre autres. Le Rwanda a reçu hier 5 spécimens de robots en provenance de la Belgique. Ils doivent démarrer leur opération dans les centres de prise en charge du Covid-19. Les humanoïdes portant chacun un nom rwandais aideront au dépistage, à la livraison de nourriture, de médicaments dans les chambres des patients et auront la capacité de relier un médecin et un patient par vidéoconférence. Ce sont donc des robots avec presque les mêmes fonctionnalités que Dr Car, conçus par des étudiants de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Justement, les établissements scolaires et l'équation de la reprise des cours. En Corée du Sud, des centaines de milliers d'élèves sont revenus à l'école ce mercredi grâce à la réouverture des établissements fermés depuis plus de 2 mois. L'université de Cambridge au Royaume-Uni va donner tous ses cours en ligne jusqu'à la fin de la prochaine année universitaire. Les amphithéâtres donc vont rester fermés en raison de la pandémie du Covid-19. Plus de 43 000 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus en Angleterre. La Russie a annoncé ce mercredi avoir enregistré 135 morts du nouveau coronavirus en 24 heures. Un record, tandis que le nombre de cas recensés dans le pays a dépassé les 300 000 selon les données officielles. Pendant ce temps, une nouvelle projection voit 113 000 morts du coronavirus aux États-Unis mi-juin. Cette nouvelle prévision, réalisée par une université américaine, est fondée sur 9 modèles épidémiologiques. Elle table sur la mort d'environ 22 000 Américains supplémentaires en 25 jours, ce qui confirmerait la tendance de moins de 1000 morts quotidiens observées actuellement. Les frontières des États-Unis avec le Mexique et le Canada resteront fermées au moins 1 mois supplémentaire jusqu'au 20 juin. Non loin de là, le coronavirus continue sa forte progression en Amérique latine, où il a fait 1170 morts en 24 heures au Brésil. Le pays totalise 17 971 décès officiels. Le Chili, lui, a connu hier la plus forte hausse de contamination, 3 520 cas et 31 décès.
Au Nicaragua, 254 cas ont été détectés en 7 jours, soit 10 fois plus que la semaine précédente. C'est le seul pays du continent américain à maintenir son championnat de football malgré la pandémie du Covid-19. Au Costa Rica, le football a également repris depuis hier mardi. Nous terminons avec la recherche de remèdes ou de vaccins contre le coronavirus. Plusieurs projets sont avancés et d'autres en sont même à la phase des essais cliniques. L'Organisation mondiale de la santé a prévu un fonds pour compenser les investissements consentis par les différents laboratoires, selon son secrétaire général. Antonio. RFM, reportage. Tariq Ramadan à présent, notre reportage Ramadan sur la prochaine fête de Korité qui sera célébrée dans un contexte particulier, Eid el-Fitr au strict minimum. Reportage de Salimata Aou. La fête de la Korité de cette année célébrée autrement. Obligée de changer certaines habitudes, Madame Sokodo a déjà établi son programme du jour. On va prier le matin, bien manger, surtout la bouillie. Je ferai tout pour ne pas sentir le vide causé par le coronavirus et je vais prendre des photos. Même remarque chez Ndeya, elle pense surtout à ses enfants qui attendaient avec impatience cette fête pour se défouler. La Korité de cette année sera célébrée différemment à coup sûr. Nous avons nos habitudes, mais c'est impossible. Nos enfants s'amusaient bien en cette fête, surtout le soir. À la place du traditionnel ziar, le téléphone va être le lien entre les familles. Je vais recharger beaucoup de crédits pour appeler mes proches vu que je ne peux pas me déplacer. Le soir, j'avais l'habitude d'aller chez ma belle famille avec mon mari, mais ça ne sera pas possible. Comment faire? La fête de la Korité sera vécue d'une manière différente cette année avec cette pandémie du coronavirus. Selon ces dames, ce sera triste, mais la santé n'a pas de prix. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 20 mai 2020, lui est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, pas de Korité pour ceux qui veulent faire la fête en région. Ainsi en a décidé à Linguingaï. Suspension des autorisations spéciales de circuler. Le ministre de l'Intérieur, dans son arrêté reçu dans les rédactions de la place, informe que c'est trop dangereux de laisser les gens quitter Dakar et Thiès alors même que ces deux régions concentrent une bonne partie des cas positifs au Covid-19. Que faut-il comprendre? Sud Quotidien constate qu'à Linguingaï rétropédale à 100 à l'heure après avoir pourtant promis il y a quelques jours d'ouvrir les régions à ceux qui veulent les rejoindre en cette veille de Korité. Le journal Source qui cherche l'explication dans ce Wafahed trouve la décision du ministre de l'Intérieur dans le débriefing de son homologue de la santé Youfsa qui lui livre des statistiques allant dans le sens de ne pas tenter le diable. 80% des infections étant dans le périmètre constitué par la région de Dakar et les départements de Mbour et Thiès, il était plus sage, comme l'écrit le journal LAS, de confiner les zones chaudes jusqu'à nouvel ordre. La pandémie du Covid-19 et le coût des tests, c'est l'un des sujets du jour du journal L'Observateur et le confrère informe que près de 2 milliards de francs CFA ont été engloutis par ces tests. Ce à la date du 18 mai dernier. L'Observateur parle de coûts exorbitants. Confinés, vous avez dit, les juges ne le sont point à une seule et même place et pour cause, chamboulement. Le substantif inonde toutes les premières pages des quotidiens de ce matin. Sud Quotidien informe que Mamadou Badio Camara cède enfin le fauteuil de premier président de la Cour suprême à Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, l'ex-président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, atterrit au palais tandis que Malik Lamotte et Henri Grégoire Diop, respectivement président par intérim au tribunal de grande instance de Dakar et président de la Cour d'appel de Thiès, rejoignent les chemins du tribunal du commerce et celui du ministère des Affaires étrangères. L'Observateur qui décortique note que c'est le retour en grâce aussi de Moustapha Ka et de Ndiaye Seck, de Samba Ndiaye Seck. Moustapha Ka révoqué avec fracas de sa fonction de directeur des droits de l'homme, limogé après avoir accusé, souvenez-vous, d'avoir engagé le Sénégal lors de la session du comité des droits de l'homme de l'ONU à indemniser Karim Wade. Le tombeur de Cheikh Béthio Thioune, le procureur Ibrahima Ndoye, devient
devient avocat général près la cour d'appel de Dakar. Le journal parle de pépites et de pépins du Conseil supérieur de la magistrature. En tout cas, pour Cheikh Tidiane Coulibaly, le nouveau patron de la Cour suprême, c'est honneur suprême. À 66 ans, le juge a bonne presse selon le journal. Ils n'ont pas bonne presse par ces temps qui courent, ces deux-là, Farba Senghor et Pape Diop, avec la dernière affaire de faux billets en devises étrangères. On les a cités comme étant les donneurs d'ordre des faussaires arrêtés il y a quelques jours par la gendarmerie nationale avec en leur possession des coupures en faux billets de banque estimés à plus de 1000 milliards de francs CFA. Dans le journal Vox Populi, Pape Diop et Farba Senghor se lavent à grande eau et rejettent. En tous les cas, pour le journal Enquête, c'est haro sur un fléau de la contrefaçon de monnaie et du banditisme en col blanc. Le journal constate en tout cas que les économistes tirent la sonnette d'alarme. Dr Malik Sané met en garde contre un risque d'inflation, de discrédit de la monnaie. Bassirou Bey, lui, dit que ne pas gérer cette problématique, c'est mener le pays droit vers la faillite. Cité dans l'affaire, Pape Diop et Farba Senghor menacent de porter plainte. À la une de Libération, affaire des enfants égorgés à Touba, les effroyables révélations de l'enquête. Le journal constate que Baratouré, le père, a mélangé leur sang avec celui d'un chat noir et d'un chien éventré pour concocter un bain mystique pris dans la maison où il avait jeté l'arme du crime. 3 têtes de chat étaient cachées aussi dans son armoire. Sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien. Plus de buts inscrits à 19 ans. Haaland plus fort que Messi et Ronaldo. Le confrère note que le Norvégien a déjà claqué 60 pions en carrière alors que Ronaldo était bloqué à 11 buts. Messi 20, Mbappé 58. Souleymane Camara arrête définitivement le foot. Certaines confidences évoquaient son éventuelle retraite sportive, mais Souleymane, constate le journal Record, n'avait encore fait aucune annonce officielle. Toutefois, son ami et ancien coéquipier Omar Daf sur les ondes de RFI a vendu la mèche. Souleymane ne voulait pas que je l'apprenne par la presse, a confié Daf. Son ex-fidèle compagnon dans la tanière des Lions a bel et bien raccroché ses godasses. Dans le journal Sunulam, Modou Lô, Balla Gaye 2, Bombardier, Eumeu Sène, rivalité sans fin entre 4 anciens rois. Le journal rappelle en tout cas que le B52 est le tombeur des Lions et du Roc. Balla Gaye 2 plus fort que Modou Lô, bourreau du fou de Taïchinger. Eumeu Sène, bête noire de Balla Gaye 2. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question suivante. Comment comprendre et faire appliquer les dernières mesures du ministre de l'Intérieur concernant les déplacements entre les régions, ce en vue de la célébration de la fête de Korité sur l'ensemble du territoire national. Pour en parler et tenter de répondre à cette question, nous sommes avec M. Bassamba Camara, expert en sécurité. M. Camara, bonjour. Bonjour, M. Nior. Nous sommes également avec M. Alioune Tine, militant des droits de l'homme, président fondateur du think tank Africa Jom Center. M. Alioune Tine, professeur, bonjour. Bonjour, Souleymane. Je reste avec vous, professeur, pour vous poser la question. Du point de vue des droits de l'homme, comment vous avez accueilli cette mesure restrictive à la veille de cette fête de Korité pour raison de sécurité sanitaire? Y a-t-il pas tension ici entre l'impératif sécuritaire et l'intangibilité d'un droit fondamental, celui de se déplacer partout sur le territoire national? Je pense qu'il y a un droit quand même qui est supérieur à tout cela, c'est le droit à la vie. C'est le droit à la santé au nom duquel nous pouvons effectivement accepter que nos libertés soient restreintes. De mon point de vue, je pense que c'est un principe de précaution. Au regard de l'évolution que nous observons au Sénégal avec 30 morts maintenant, et puis aussi au regard également des capacités de notre propre système sanitaire qui pourrait être effectivement débordé, alors il me semble que c'est une mesure que je soutiens personnellement. Au plan théorique, oui. Et j'ajouterai,
C'est-à-dire que si on accepte effectivement la circulation même à l'intérieur de Dakar, il faut ajouter avec les gestes barrières. C'est cela. C'est très important, avec les gestes barrières. Tout à fait. Au plan théorique et conceptuel, effectivement, vous avez l'argumentaire pour expliquer la prééminence de ce droit à la vie, à la santé sur le droit au déplacement, la liberté de se déplacer partout. Mais au niveau des citoyens, est-ce que vous pensez que cette mesure s'est accompagnée de toute la pédagogie, de toute l'explication pour qu'elle soit acceptée par le commun des citoyens, ce qui ne semble pas être le cas? Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ces limitations, surtout pour une occasion aussi importante que la Korité. C'est ça aussi, effectivement, les limites de la bureaucratie. On s'assoit, on écrit sur une feuille, on dit voilà, c'est comme ça. Il me semble que c'est totalement insuffisant. Je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de pédagogie, expliquer davantage, sensibiliser davantage. Et ça n'a pas été fait suffisamment. Hein. D'abord, il me semble que ce n'était pas la première mesure qui était prise. C'est une deuxième mesure qui est comme une mesure rectificative. Et ça demande beaucoup d'explications. Sinon, les gens sont complètement désorientés. On dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. On a l'impression d'ouvrir et de fermer. Et de mon point de vue, la dernière mesure consistant à dire, écoutez, on interdit de circuler, parce que c'est en circulant que les gens aussi, effectivement, propagent le virus un peu partout. Maintenant, pour retenir le virus, et nous sommes vraiment, je pense que dans une phase, je pense peut-être ascendante, hein, c'est le pic. Il faut absolument arrêter la circulation du virus et il faut en finir avec Covid-19. Pour le faire, ne pas hésiter à prendre les grands moyens. Justement, Bassamba Kamara, expert en sécurité, est-ce que cette approche, cette stratégie de confinement du virus dans la région de Dakar, en interdisant ou en limitant strictement les déplacements entre la capitale et les autres parties du pays, vous semble être une stratégie, disons, frappée au coin du bon sens, une stratégie pertinente en la circonstance? Merci, Suleiman. Je l'appelais tout simplement que, vous savez, depuis l'avènement de cette pandémie, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. Donc, actuellement, nous sommes en état d'urgence. Ce qui fait que donc l'autorité administrative détient des pouvoirs quand même assez exorbitants qui limitent quand même certains droits des citoyens. Aujourd'hui, compte tenu également de cette propagation du virus qui est en train de s'envoler vertigineusement, donc le ministre de l'Intérieur, certainement en concertation avec les autorités sanitaires et des transports, donc le ministre de l'Intérieur donc, a pris un arrêté interdisant vraiment la circulation des personnes de région à région. Je crois que quand même c'est assez juste parce que Dakar constitue aujourd'hui ni très florissant de ce virus. Et si on ne fait pas attention avec cette propagation qui est en train de s'envoler, on risque vraiment de porter préjudice à l'état de santé des populations. Aujourd'hui, on nous a déclaré qu'il y a eu 14 cas communautaires à Dakar, ce qui fait que quand même, ça commence à devenir grave. Donc je pense que la mesure d'interdiction de circuler prise par le ministre de l'Intérieur est juste et bien aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, vous savez, nous sommes, comme on le dit, dans une crise sanitaire. Et il faut également préserver la vie des citoyens. Est-ce que vraiment, pour faire plaisir aux gens, on doit les laisser circuler et propager le virus? Je ne pense pas que ce soit normal. Aujourd'hui, il faut que les gens acceptent quand même ces restrictions qui vont dans le sens de la préservation de la vie humaine et de la sécurité également. Donc, je pense que... Bassamba Kamara, M. Aluntine l'évoquait tout à l'heure, il évoquait peut-être la nécessité aussi de réfléchir à la limitation des déplacements entre les différents districts qui composent la ville de la région médicale de Dakar. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, la maladie se propage non seulement à l'intérieur de la région de Dakar, mais à travers les districts, les quartiers, les différentes zones. Vous l'avez vu aujourd'hui, il y a des quartiers qui n'étaient pas touchés et qui le sont maintenant par les cas communautaires. Je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à un confinement
parcellaire de tous ces districts qui sont concernés. Parce que aujourd'hui, en acceptant par exemple que les gens circulent de district en district, tout en sachant que le virus est en train de se propager, je crois que ça aussi c'est un risque, c'est un danger. Il faudrait vraiment qu'on arrive à confiner les gens qui restent chez eux. Parce que Dakar aujourd'hui, vous savez la région de Dakar, comment elle est constituée avec toutes ces communes, etc. Et la vitesse avec laquelle ce virus est en train de se propager. Donc je pense qu'il faudra quand même réfléchir sur des voies et moyens pour essayer quand même, dans le cadre de la circonscription de ce virus, de faire en sorte vraiment de bloquer la transmission de ce virus. Donc il faudrait qu'on en arrive vraiment à ce confinement. Il faut que les gens quand même acceptent que ces restrictions sont faites vraiment dans leur intérêt. C'est uniquement pour préserver la vie humaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises par l'autorité administrative sont vraiment de bonne loi et il faut que les gens s'habituent à respecter ces recommandations et ces mesures. Merci à vous, Bassamba Kamara, expert en sécurité. Dernière question à M. Aluntine. Est-ce que les organisations de la société civile, plus particulièrement les organisations de défense des droits humains, ont un rôle à jouer, sont impliquées justement dans le cadre de cette pédagogie nécessaire pour expliquer aux gens que, d'une certaine manière, il y a une hiérarchie des normes et des droits et que parfois, il faut renoncer à certains droits qui nous paraissent acquis et fondamentaux pour le bien public. Est-ce que vous participez, vous, à cette pédagogie-là? Absolument. Je pense qu'il y a déjà des communiqués qui ont été faits de presse avec Amnesty International, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, mais moi-même, je me suis mis dans un groupe qui travaille beaucoup avec sur le plan de la sensibilisation, c'est Revocap, avec Madame Marème Sodandiaï qui est députée à l'Assemblée nationale, avec les Abou Diallo. Moi, je demande effectivement au ministre de la Santé, au ministre justement de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, au ministre Amadouba, de voir comment ils peuvent travailler avec ces organisations qui sont vraiment dans les quartiers les plus difficiles, qui distribuent et qui expliquent, qui font des vidéos et qui travaillent aussi avec vraiment les experts sur le plan sanitaire, qui travaillent avec les élus, qui travaillent avec les jeunes. Et ce sont des bénévoles. Et il me semble que le travail de sensibilisation et qui peut effectivement appuyer le travail que fait le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, vraiment, ils ont besoin des relais. Les relais, c'est effectivement les organisations de la société civile, les organisations de droits de l'homme qui, dans le contexte actuel, peuvent beaucoup apporter dans le domaine de la communication, dans le domaine de la sensibilisation, et puis être sur le terrain, distribuer des masques, distribuer du gel. Et de ce point de vue, vraiment, il faut saluer le travail de Revocap. Moi, je suis à l'intérieur, un tout petit peu comme leur doyen, un des experts chargés de leur donner un peu des conseils merci. D'orientation, de stratégie. On est bien dedans. Merci beaucoup. Merci à vous, Aluntine. Merci à Bassamba Kamara, expert en sécurité. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. Avant de refermer cette édition, toutes mes excuses au docteur Aloïse Wali Diouf, que j'ai affublé du nom de Aloïse Wali Faye au début de ce journal. J'en profite pour présenter mes excuses également à mes parents Halpolar pour avoir donné l'occasion à nos esclaves sérères de s'en prendre à notre capacité de résistance à la faim durant ce mois de Ramadan. Merci également à tous les amis qui ont fait remonter cette erreur pour qu'elle soit corrigée avant la fin de cette édition. À 12h50, c'est la fin de cette grande édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en langue Wolof. Tout de suite, Allo Présidence, excellente suite des programmes. Très bon après-midi, au revoir.